Donc, quand cette année, on a été invités au feu en début d'année, à Nonville, au Veuil, quand je me suis retourné et puis que j'ai vu la couleur des champs qu'il y avait en face de la salle, j'ai dit au maire, j'ai dit, vous buvez de l'eau? Ben oui, qui me dit. J'ai dit, t'as vu un peu le glyphosate, là, c'était tout rouge de glyphosate. Parce que maintenant, les agriculteurs, pour ne plus labourer, ils mettent du glyphosate. Donc, c'est un produit, c'est un désherbant. Donc, automatiquement, ce désherbant, il va être enfoui quand ils vont retourner, et tout ça, ça remonte dans la plante. Et ça, on le retrouve après pour les abeilles. Hein? Et quand je lui dis, vous buvez de l'eau? Ah oui, qui m'a dit, ah ben c'est pas grave, le château d'eau, il est de l'autre côté. Bref, bon, il y en a de l'autre côté, il y en a partout maintenant. Maintenant, le glyphosate, ils en foutent partout. Quand vous voyez à l'arrière-saison, quand il y a des champs qui sont tout rouges, c'est parce qu'ils mettent du glyphosate. Voilà. Donc tout ça, c'est des produits qui sont très, très dangereux pour l'abeille. Ah oui? Oui. Quand on a eu le changement de gouvernement, que j'ai vu Nicolas Hulot arriver au gouvernement, j'ai dit, c'est bon, ça va avancer, mais ça n'avance pas plus. C'est peut-être encore pire, des fois. C'est quoi? C'est ça qui les tient. Uniquement. C'est tout. Parce que si vous dites à Bayer, je m'en vais supprimer tel ou tel produit, Bayer va vous dire, ben, attention, moi je licencie tant de personnes, donc l'autre il se replie et puis il n'est plus rien. Voilà. On s'est battu pendant des années pour le gaucho. Hein, et puis en définitif, chaque fois que le ministre de l'Agriculture voulait enlever le gaucho, c'était à ce moment-là, c'était Raffarin qui était Premier ministre, il le virait, il en remettait un autre. Donc à chaque fois, on recommençait les démarches. Et après, on a compris, parce que Raffarin était actionnaire chez Bayer. Donc automatiquement, du moment que l'autre, il voulait enlever le truc, ça reprenait à chaque fois. Alors le pire, c'est ça aussi, c'est quand ils traitent dans les vergers, quand ils traitent tout ce qui est pommier, poirier, puis tout ça. Une question s'impose. Ces mélanges interdits ne peuvent-ils se faire à l'insu de l'agriculteur dans son champ du fait de la persistance des produits dans le temps? Ces insecticides sont assez persistants. Ils sont même très persistants dans certains cas. Alors je vous donne un ordre de grandeur. Le temps qui est nécessaire pour que ces insecticides diminuent de moitié la concentration dans le sol, on pensait au départ que c'était à peu près 15 jours, un an. En fait, c'est plutôt 3 mois et c'est peut-être même plutôt 6 mois, un an. Donc, l'année suivante, il restera de l'insecticide de la culture précédente. Cet insecticide qui restera, bien entendu, pourra se surajouter à la nouvelle dose qu'on appliquera à l'année N+1. Afin de vérifier si différentes substances chimiques pouvaient s'accumuler dans le sol, nous avons demandé à un agriculteur de nous dire quel traitement il utilisait sur ses cultures. Une quinzaine de traitements fongicides, après il y a un herbicide, et puis il y aura 1 à 2 15 traitements. Ou les pommes. 15 traitements. Parce que le consommateur, aujourd'hui, ne veut pas que la pomme ait une tache. Donc, il faut arriver à maîtriser. Donc, il faut traiter sans arrêt pour qu'il n'y ait pas de tache. Qu'il n'y ait pas de blessure par des guêpes ou tous les trucs comme ça. Parce que quand il y a une floraison, comme là sur le colza, hein, si jamais les abeilles vont butiner sur un champ et puis que l'agriculteur il a passé avec un insecticide, le souci qu'il y a, c'est que les butineuses ne rentrent pas à la ruche. La ruche continue à vivre, mais les butineuses ne sont plus là. Donc, on rentre plus de miel. Donc, il faut attendre que les autres abeilles qui viennent au monde redeviennent butineuses. Donc là, il y a une perte de temps, puisqu'il y a beaucoup moins de monde à l'intérieur, puisqu'elles sont mortes. Il y a beaucoup moins de monde à l'intérieur de la ruche. Donc, on n'a plus de production. Voilà. Il faut qu'on cherche des secteurs où il n'y a pas de grande culture. C'est pour ça que sur le secteur de 3 km, sur le secteur de Montureux, j'ai un peu de chance parce que j'ai pas mal d'agriculteurs qui sont en bio. C'est pour ça qu'on est sur Martinvel, Rognével, où il y a des agriculteurs qui sont en bio. Et autour de chez moi à Montureux, il n'y a pas de grande culture. Voilà, donc, et autrement, on essaye, on essaye beaucoup de partir vers des mielées courtes, tout ce qui est acacia, tilleul,
Et après, on part en montagne. Donc là, on est dans des secteurs en montagne qui sont préservés, qui sont pas traités, parce qu'on se retrouve en plein milieu de bois en bois de sapin. Hein, voilà. Mais on transhume énormément. Donc une fois maintenant, donc là on est parti, si vous voulez, on est parti et on va continuer à déménager les ruches. On va sur le colza. Et là, le colza qu'on va extraire, il est vendu, il rentre à la miellerie et il ressort systématiquement quand il est extrait, parce que ce miel-là n'est pas en bio. Donc on ne peut pas le vendre en bio parce qu'on ne peut pas certifier. Hein, parce qu'il y a un agriculteur sur Vrécourt qui fait du colza qui est en bio, mais ce n'est pas la peine que j'y aille parce que 3 km à la ronde, il y en a des autres. Donc on ne peut pas certifier le miel de colza, on ne peut pas le certifier en bio. Donc celui-là, automatiquement, il est exclu de la miellerie, il n'est pas commercialisé chez nous. Voilà. Donc on le vend en gros. Voilà. Et seulement après, quand on va sur l'acacia, là on repart en bio. Voilà. Comment? Oui. Non. Non, ben venez, si vous venez à ce moment chez nous, j'ai mon gendre qui prend la relève. Donc lui, il a la combinaison, il a le masque. Puis moi, je suis à côté, j'ouvre les ruches, je suis comme ça. Non. S'il y en a une ou deux qui me piquent, c'est pas grave, je m'en fous. C'est sur l'habitude, et puis bon, si vous partez du principe que vous dites oh, je risque de me faire piquer, là vous sécrétez de l'adrénaline, alors là elles viennent et puis là elles vous piquent. Si vous dites j'y vais, bon, bien s'il y en a une qui pique, c'est pas grave. Voilà. Mais non, ben, hier encore hier, on a bossé toute la journée, je suis en maillot. Voilà. Et là, tous les ans, on est obligé de racheter des essaims de manière à pouvoir essayer de garder notre cheptel à 250 ruches, parce que bon, on a une clientèle qu'il faut qu'on respecte, qu'on ait tous les magasins qui nous passent les commandes. Si demain vous dites au magasin, ben, je suis désolé, j'ai plus de miel, eh ben, il va avoir quelqu'un d'autre, donc vous perdez des clients. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on maintienne notre cheptel par rapport à la demande. Comment? Voilà, oui. Et... Non. Une année, ça doit être en 2012, on a fait une moyenne de 6 kg par ruche. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai une remarque en me disant, ben, tiens, cette année, vous faites du kilo. Ben, j'ai dit oui, cette année, on fait du kilo parce que l'année dernière, on a eu une récolte correcte, donc on a commercialisé en kilos. Si jamais une année n'est pas correcte pour nous, on commercialise uniquement en 500 grammes. Parce que le client qui a l'habitude d'acheter un kilo n'achète pas systématiquement 2 livres. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça a toujours été comme ça. On a toujours vu ça. Une vingtaine de kilos. 25 kilos par ici. Voilà. Mais bon, ça c'est des moyennes. Hein. Là, en ce moment, on est en train de commencer par mettre les hausses. J'en ai une hein, sur les 250. J'ai mis une hausse vendredi dernier. Elle est déjà pleine. Alors celui-là, je vais le tirer. J'ai envie de le tirer, celui-là. Parce que pour moi, c'est du miel de cerisier. Alors celui-là, j'ai envie de le tirer. Je vais sortir mon bon vieux petit extracteur, que je m'avais tourné tout seul, et puis je vais goûter ce miel. Voilà. Je suis curieux de le goûter. Ah non, c'est pas courant, c'est pas souvent qu'on arrive à faire une hausse de miel avant la floraison du colza. Hein. Mais il faut que je le fasse tout de suite, parce qu'après ça, ils vont mettre du colza dedans, et puis après, c'est fini. Hein. C'est fini. Voilà. Ce n'était pas très agréable, vraiment. Je n'aime pas recevoir des pressions. Pourtant, on a eu. Mais l'année dernière, parce que j'ai fait la comparaison, hein, tous les ans, j'essaye de faire la comparaison. L'année dernière, on a eu le coup de gelée le 20 avril. Et le 20 avril, les cerises chez nous étaient comme ça, dans le cerisier devant. Les cerises étaient comme ça. Et cette année, au 20 avril, il est seulement en fleurs. Donc on est en retard par rapport à l'année dernière.
Mais bon, il n'y a pas grande différence, mais on a un petit peu de retard. Mais là, on a une semaine vraiment superbe. Hein. Là, quand je vois Stéphane, on avait visité les ruches 8 jours avant, puisque mon gendre qui reprend la relève, donc travaille avec moi cette année, et puis l'année prochaine, donc c'est lui qui se débrouille. Voilà. Donc là, je l'apprends, je lui montre, je lui donne des directives, les métiers. Donc là, on a regardé les ruches 8 jours avant, et là, dis donc, ça a changé. Là, il était étonné de voir la progression en 8 jours. Les ruches, elles se sont éclatées. Hein. Elles se sont éclatées. Comme la nature. Mais de toute façon, tout marche ensemble. Hein. Si vous avez une belle saison, il faut du soleil, mais de temps en temps aussi, il nous faut de la pluie. Hein, parce que s'il fait pendant 15 jours de soleil comme ça, le colza, il va griller. Ou bien, si jamais on est sur l'acacia, s'il fait 15 jours de sec, c'est pas bon, parce qu'elle n'arrive plus il n'y a plus de nectar. Elle n'arrive plus. Il faut du soleil et un peu d'humidité. Voilà. Ben, à mon avis, dans celle que je vais tirer lundi, à mon avis, on aura un peu de miel dedans. Ben si, ça dépend, ça dépend. Oui. De toute façon, en principe, c'est le pommier qui fleurirait un peu en dernier, non? Hein? Un peu le... Voilà. Voilà. Parce que quand on est à côté, si on est à côté d'un champ pas de colza, de maïs, le maïs, elles ne vont pas chercher du nectar, elles vont chercher du pollen. Mais le pollen de maïs, il est faible en protéines, donc il n'est pas riche, ce n'est pas un pollen qui est riche. Donc si jamais elles hivernent avec un pollen de maïs, elles ont moins de chances de passer l'hiver que si elles ont un nectar, un pollen qui est bien diversifié. Et par contre, par ici, le miel de tournesol ne donne pas du tout. On n'a pas de... Parce que pour arriver à faire du miel avec le tournesol, il faut qu'il y ait un sol acide. Et par ici, on n'a pas trop de sol acide. Voilà. C'est comme l'année dernière, il y a 2 ans, quand, je sais pas, il y a le boulanger qui fabrique son pain là, de Valeroy, il m'avait demandé d'aller mettre des ruches parce qu'il avait semé du sarrasin. Donc on lui a amené des ruches pour féconder, pour faire polliniser son champ de sarrasin, mais on n'a pas fait un gramme de miel parce qu'il faut qu'il y ait un sol acide. Voilà. Et quand je suis allé en Bretagne chez ma tante, j'ai discuté avec un apiculteur, mais il m'a dit, si tu n'as pas une terre acide, tu ne feras pas de miel de sarrasin. Donc il n'y a pas que la fleur, il y a le terrain aussi qui joue. Voilà. Comment? Ben, moins pour les autres miels, puisque du miel d'acacia, on en fait dans les Vosges, on en fait à Haute-Saône, on en fait un peu partout. Du côté de Dijon, on fait... La différence qu'on a aussi, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 sortes de miel. Il y a le miel de nectar et il y a le miel de miela. Le miel de nectar, c'est tout ce qui est miel fleur, toute fleur, acacia, tilleul, ronce. Tout ça, c'est des miels de nectar. Parce que le miel de sapin et le miel de montagne. Miel de montagne, il y a du nectar et du miela. Donc le miel de miela, c'est un miel, il faut en plus des fleurs et des abeilles, il faut un intermédiaire, c'est le puceron. Parce que le puceron, lui, pique l'aiguille du sapin et l'abeille va sur l'excrément du puceron. Le puceron fait une substance sucrée et les abeilles en sont gourmandes. Et c'est avec ça qu'on fait du miel de sapin. Voilà. Et sur le département des Vosges, on a un miel de sapin qui est bien spécifique puisqu'on a une AOP. Donc l'AOP, parce que sur le Jura, on fait du miel de sapin, sur le Massif central, on fait du miel de sapin, mais avec le sapin, le sapin ordinaire, si vous voulez. Parce que sur le département des Vosges, on fait du miel de sapin avec le pectiné, donc le sapin des Hauts-de-Vosges, le sapin à aiguille plate. C'est pour ça qu'on a une AOP sur le département des Vosges, parce que c'est un miel qui est bien spécifique.
Donc dans une ruche en pleine saison, on se retrouve à peu près avec 50 000 abeilles. Hein. Voilà. L'hiver, il reste 10-15 000 abeilles, c'est tout. La grappe rétrécit petit à petit. C'est pour ça qu'on n'aime pas quand il fait vraiment des grands froids au mois de février. Quand c'est au mois de décembre ou tout, des trucs comme ça, la grappe est assez importante parce qu'elle se met en grappe. Donc toutes celles qui sont à l'extérieur se sacrifient pour pouvoir garder la reine. Hein. Donc si jamais vous avez du froid qui est trop longtemps, même on a vu mourir des ruches parce que la grappe se met bien en grappe. S'il fait froid, la grappe ne va pas se déplacer, donc risque de mourir de faim si vous n'avez pas une journée ou deux qui fasse beau. Mourir de faim avec de la nourriture à l'intérieur. Parce qu'il faut qu'il fait une journée ou deux pour qu'elle puisse se déplacer pour aller vers la nourriture. Un brassage des gènes et des végétaux. C'est ainsi que depuis la nuit des temps, les variétés de fruits et légumes évoluent, restent fortes et résistantes aux maladies. Cette diversité florale est elle aussi indispensable aux abeilles. À ce stade de l'enquête, il apparaît que la santé des abeilles Bon, je vais vous dire, je suis pour qu'il y ait des ruches un peu partout, parce que c'est quand même le petit apiculteur qui pollinise le mieux. Parce que nous, en tant que professionnels, on va arriver, on va mettre 100 ruches à une place, 100 ruches à une autre place. Hein. Donc on va rester 15 jours, donc on va polliniser le secteur là pendant 15 jours, puis après on se déplace ailleurs. Parce que le petit apiculteur qui a une ruche, deux ruches ou 10 ruches, lui, il est sédentaire. Donc il est basé du 1er janvier au 31 décembre. Donc l'abeille, sa ruche, elle va polliniser 3 km à la ronde. Donc lui pollinise mieux que nous. Enfin, malgré que nous, on en laisse toute l'année quand même. Chez nous, on en laisse toute l'année. Dans les endroits qu'on a toute l'année, on a des ruches. Voilà. Chez nous, il y a toujours des ruches toute l'année. Voilà. Martin-Velde, tout ça, où je mets mes emplacements hivernales, j'ai toujours des ruches. Tout une écho, il y a toujours des ruches. Voilà. Vous pouvez acheter une ruche en fait chez elle s'en occupe et après vous récoltez les polliniers dans votre ruche en fait. Ça a du sens dans le C'est Sarah Osman qui fait ça. Comment? Ah oui, Senon? Ah, Senon, je crois. Ouais. Oui, c'est j'adopte. Il y a sur Saint-Dié, c'est j'adopte une ruche. Voilà. C'est un peu fort? Il y a 50 000 abeilles dans cette ruche. C'est le plus beau moment de l'année. Les abeilles font leur travail et rendent les apiculteurs heureux. Mais toutes les ruches ne ressemblent pas à celle-ci actuellement. Il y a aussi sur le secteur de Neufchâteau, il y a la communauté de communes qui s'occupe aussi. La communauté de communes aussi sur Bugnéville, qui s'occupe de ça. Donc vous allez... Ce qu'il y a, c'est que je suis pour, parce qu'il faut qu'il y ait des ruches un peu partout pour la pollinisation. Mais le problème, si vous voulez, c'est le suivi sanitaire. Il faut qu'il y ait un suivi sanitaire. Il ne s'agit pas de balancer des ruches à n'importe où et qu'il n'y ait pas de suivi sanitaire. Voilà. Parce que si jamais il y a des problèmes de maladie ou quoi que ce soit, après, ça évolue. Parce que si vous avez des ruchers qui sont bien suivis par les gens, là, il n'y a pas de problème de maladie, il faut que ça soit visité. On ne pose pas une ruche et puis dire, bon ben, eh bien là, débrouille-toi. Voilà, ça se fait pas. C'est pour ça que quand le département des Vosges s'est occupé de mettre des ruches un peu partout comme ça, je suis intervenu, je fais partie du plan abeille sur le département des Vosges, mais je suis intervenu, j'ai dit, bon, maintenant je prends ma casquette, je suis président du GDS, je veux bien, mais à condition qu'il y ait des suivis sanitaires qui soient faits, des traitements, qu'on traite les abeilles comme il faut le faire. Voilà. Elle est déclarée. Du moment que vous avez une ruche, vous devez la déclarer. Voilà. Ça ne vous engage à rien. Juste faire la démarche de faire des papiers, ce n'est pas pour ça que vous serez imposé, mais il faut déclarer la ruche de manière à ce qu'il y ait un suivi sanitaire qui soit fait après. Voilà. Oui, ça c'est Sarah qui fait ça sur le parrainage. Voilà.
Oui, elle arrive à monter son cheptel comme ça. Oui, alors Meurthe-et-Moselle à Batigny, il y a la mère qui voudrait monter une boulangerie et justement les gens ont des abeilles, des ruches dans les vergers, etc. Avec des gens qui s'en occuperaient. C'est très bien. C'est très bien parce que si vous voulez, si vous avez une ruche et puis que vous voulez extraire du miel, ça va vous coûter les yeux de la tête. Il faut acheter un extracteur, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Là, vous arrêtez tout de suite, parce que quand vous rentrez dans un magasin de matériel apicole, vous avez intérêt à avoir un bon carnet de chèques, bien rempli, parce qu'autrement... Donc c'est pour ça que l'histoire du rucher école est très bien. La miellerie collective est très bien. Je me suis opposé contre la miellerie collective qui voulait faire sur Exertini, parce qu'il voulait faire intervenir 2 professionnels. Et ça, j'étais contre. J'ai dit, si on fait une miellerie collective, c'est pour les amateurs. Celui qui a une ruche, qui a 2 ruches ou même 10 ruches, peut intervenir pour extraire son miel, mais pas un professionnel qui a 200 ruches. Parce qu'un professionnel qui a 200 ruches, il va extraire de l'acacia pendant 8 jours ou 15 jours, et puis le petit apiculteur qui a une hausse à faire, il va être obligé d'attendre. Et puis quand il voudra extraire son miel, il sera cristallisé. Donc j'ai dit non. J'ai dit faisons une miellerie collective pour les amateurs et non pour les professionnels. Voilà. Si un professionnel veut se mettre à son compte, je ne sais pas, si vous voulez vous mettre en professionnel, c'est que faut prévoir un investissement. Vous êtes obligé de prévoir un investissement. Vous ne pouvez pas vous mettre mécanicien avec un démonte-pneus et puis un tournevis. Donc il faut du matériel. Voilà, donc n'importe comment. Des questions, allez-y. On va essayer de répondre. Alors, la division des essaims, donc en ce moment, on est sur le point des ruches qui vont commencer à s'éclater. Donc, en principe, les essaims, on va dire 20 avril, 20 juin. Voilà. Mais les meilleurs, c'est ceux du début mai. Voilà. Début avril, automatiquement, au mois d'avril, ils sont bons. Mais il y a plusieurs façons. Il y a l'essaimage naturel, si vous voulez, quand la ruche a décidé d'essaimer et puis que l'essaim il s'en va. Ou alors, on fait des essaims artificiels en prélevant des cadres à l'intérieur de la ruche avec des œufs de moins de 3 jours, avec des abeilles. Là, qu'on emporte à plus de 3 km, parce que si vous les amenez à moins de 3 km, les abeilles que vous avez mis avec le cadre que vous avez pris vont retourner à la ruche. Voilà. Et si une ruche est seule, comment on fait pour récupérer les seins? Tout dépend de la hauteur, tout dépend où il est parti. S'il est parti dans une cheminée et puis qu'il est à 1 mètre ou 1,50 m à l'intérieur de la cheminée, ma foi, il est bien. Si on met une ruche vide à côté, il va dedans? Du moment que la reine est rentrée, qu'elle a décidé qu'elle a élu domicile, elle ne ressort plus. Donc l'essaim, s'il est dans la cheminée à 1 mètre ou 2 mètres, il faut aller la rechercher à 2 mètres. Si vous prenez quelque chose que vous arrivez à avoir la reine, ça ira, tout le monde ressortira. Mais si jamais la reine reste dedans, ce n'est pas la peine. Vous pouvez en mettre un 100 ou 1000 abeilles dans une ruchette, tout le monde ressortira. Tant que vous n'avez pas la reine, ça reste... Voilà. Il faut choper la reine. C'est la première personne à choisir. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, quand c'est sur un arbre, que c'est une belle branche, bien, on met la ruche en dessous, on se coupe, puis ça y est, c'est ça le plus facile. Ou alors des fois par terre, on a vu par terre, mais bon, on met la ruche par terre, et puis là, on les voit qui rentrent. Là, des fois, on regarde parce qu'on est curieux, donc on attend que la reine voit le passage de la reine. Mais si jamais l'intérieur de la ruche ne leur plaise pas, tout le monde ressort. Ou s'il y a une odeur ou quoi que ce soit, tout le monde ressort. Voilà. Ça fait une paire d'années, une paire d'années. Je vais jusqu'au Mans, parce que je connais très bien la personne, je sais comment elle travaille. Sur mon étalage, j'ai du miel
je lui vends du miel de châtaignier. C'est une personne que j'ai entièrement confiance. Elle était coordinatrice à la FNOSAT. Donc la FNOSAT, c'est la Fédération nationale de la santé de l'abeille, que je suis toujours... je suis à l'échelon national aussi, c'est pour ça. Donc elle était coordinatrice et après, elle s'est lancée dans l'élevage. Donc elle produit des essaims. C'est comme, si vous voulez, en agriculture, il y en a qui font du lait, les autres font de la viande, les autres font autre chose. Voilà. Donc en apiculture, c'est pareil, il y en a qui font du miel, puis les autres font de l'élevage, ils élèvent des essaims. Voilà. On travaille en buc-face, c'est pour ça aussi qu'on y va, qu'on y va comme ça, parce qu'on travaille avec de l'abeille noire, je n'irai pas comme ça. Voilà. C'est une abeille qui est assez douce. Eh bien, du fait que mon gendre reprend au mois de janvier, il faudrait qu'on arrive à faire au moins 100 essaims cette année. Au moins 30%. Voilà. Ce qui est comparativement relativement faible par rapport à certaines régions ou certaines branches. Bon, j'ai un taux de mortalité plus élevé du fait que je suis en bio et que j'ai un produit contre la varroise qui est beaucoup moins efficace. Voilà. Voilà. Qui est plus cher, mais moins efficace. Mais bon, ça, c'est le choix que j'ai fait. Voilà. C'est façon de travailler, c'est ma conscience. Voilà. Bon, de toute façon, ça dépend des places aussi, hein, parce que ce que j'ai constaté cette année, quand on a cassé les ruches qui étaient mortes, j'ai découvert, je me suis posé des questions, ce que j'ai découvert, c'est qu'à l'intérieur des ruches qui étaient mortes, j'ai, pour dire pas, retrouvé de pollen. Donc, elles ont eu un manque de pollen, donc un manque de protéines. C'est comme nous, si à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, on nous faisait manger des pommes de terre sans de temps en temps avoir un beefsteak ou bien une tranche de poisson. Voilà. Et je pense que la mortalité de cette année est un peu due à ça. Donc, due à la sécheresse qu'on a eue l'année dernière au mois d'août. Ah oui, non, mais il manquait du pollen, c'était trop sec. Voilà. Non, parce qu'on apporte un sucre. On n'apporte pas de pollen. Peut-être à voir l'année prochaine, enfin, au mois de septembre, à voir. Regardez plus à l'intérieur de la ruche, voir si vraiment elles ont du pollen en suffisance. Donc encore un point en plus à surveiller. Tous les ans, de toute façon, on en rajoute tous les ans. Ouais. Mais bon, il faut le trouver en bio, quoi. Voilà. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Normalement, je pense que c'est du pollen qui vient. Il faut un mélange. Il faut un mélange. Il récupère du pollen, certainement du pollen qui est moins de bonne qualité, et puis qui le passe. Il faut une mélasse pour le redonner. Voilà. Je vais en faire cette année. L'avantage que j'ai, c'est que, bon, c'est vrai que j'arrive à la retraite et puis je projette beaucoup de choses. Mais on est deux à travailler cette année. Donc ça va me libérer un peu de temps. C'est pour ça que je vais essayer de faire de la propolis aussi. Ça a une incidence sur l'équilibre de la ruche de récolter propolis? Non, si vous... Parce que c'est pas la même génération d'abeilles qui produit la propolis. Et puis, c'est qu'on les oblige à fermer des trous. Hein, puisqu'on leur met une trappe. On leur met une trappe, et automatiquement, l'abeille n'aime pas l'air. Donc, aussitôt qu'elle va avoir un trou, elle va le boucher. Donc là, du fait qu'on met une grille, et donc elles vont la polliniser. Voilà. Mais quant à la commercialiser, c'est tout un art aussi. Hein. Ça
Parce que là, les douanes nous tombent dessus, on a des taxes à payer. Voilà. C'est considéré comme un produit pharmaceutique. Oui, oui, oui. Mais là, je vais en faire parce que j'ai un client de Gérard Mer là, qui fait des bonbons en bio, donc qui m'achète le miel de sapin. Il veut du miel de sapin AOC, enfin AOP, et en bio. Donc là, il veut que je lui fasse de la propolis. Voilà. Qui veut faire des bonbons à la propolis. Voilà. Donc pour lui, j'ai dit, je vais faire de la propolis. Voilà. On est dans les temps, monsieur. Oui, je crois, oui. C'est bon? Oui, encore, oui, je pense. Oui. Oui, il reste encore à peu près 10 minutes. L'abeille noire, ils en sont, c'est à l'île de Ré, c'est pas? Non, à Molène. Voilà. Parce que dans le Cap Cisin, la Bretagne, il existe encore quelques ruches d'abeilles noires. Il y a les agriculteurs traditionnels qui veulent s'implanter. Il y a une guerre là-bas dans le Cap, parce que, en fait, les abeilles traditionnelles vont coloniser les abeilles Oui, noires. ah ben oui. De toute façon, à mon avis, l'abeille noire, elle n'existe plus. La pure race noire, à mon avis, elle n'existe plus. Parce que moi, quand on en a discuté à l'échelon national, ce qu'ils font, puisqu'ils n'hivernent pas sur l'île, ils les ramènent sur le continent. Donc là, moi, je suis un peu sceptique vraiment de la race pure. Mais bon, parce que de toute façon, l'abeille redevient un peu à l'abeille noire. Nous, on travaille avec de la bucface, donc elle est très docile les 2 premières années, mais après, elle redevient agressive, parce qu'elle se fait féconder aussi bien par un mâle qui est, je veux dire, qui n'est pas tout à fait de la même race qu'elle. Parce que la bucface, il y en a des autres, hein, toutes les abeilles qui sont... il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore, de toute façon, dans les troncs d'arbres et tout ça. Hein? C'est Ouessant, voilà, l'île Ouessant. Voilà. Question, oui. Est-ce que l'absence de fructification d'arbres fruitiers peut être imputée au manque d'abeilles? Je m'explique, j'ai par exemple un poirier en espalier devant ma maison. Ça fait 2 ans, je constate que je ne vois aucun insecte dessus. Ils sont fleuris, il est fleuri majestueusement, aucun insecte. Il y a 2 ans, il y a eu 2 poires. L'année dernière, pareil, 3 ou 4 poires. Il n'y a pas eu de gel, il n'y a pas eu de... L'année dernière, si, il y a eu un gel au 20 avril. Hein. Non, oui, mais c'était fini, la floraison était terminée. Donc ce n'est pas le gel qui était imputé. Cette année, c'est exactement pareil, il n'y a pas un seul insecte. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'insectes, il n'y a pas de pollinisation? Bon, sur Relange, il y a un souci aujourd'hui, c'est que, comment c'est Thiebaud, l'ancien maire, il n'y a plus de ruches. Dominico, il n'y a plus de ruches. Donc automatiquement, il y a beaucoup moins d'abeilles pour venir polliniser les fruits sur Relange. Je ne connais pas le rucher dans l'environnement. Non, voilà. Pour les Hein? ciblés, c'est pareil. Tu en as remis 2 à Relange? Eh bien, c'est parfait, c'est bien. Voilà. Non, mais... Le fait d'apporter une ruche, par exemple, qui serait nomade, ça pourrait améliorer les choses sur un secteur. Oui, non, mais il y a quelqu'un là sur Relange, donc c'est bon. Voilà. Elles sont pas plus de 3 km quand même de chez lui. Il y a des fleurs dans la prairie partout, il y a des fleurs à foison. Il n'y a pas un insecte, on n'a pas une seule abeille, quelques bourgs. Elles sont là depuis le printemps. Hein. Elles sont là, ça fait 1 mois qu'elles sont arrivées. Bon, c'est vrai que des fois, quand, si jamais le poirier, tu dis, hein, poirier, si le poirier fleurit en même temps que le colza, si tu as un champ de colza, elles iront plutôt sur le colza que sur ton poirier. Hein. Il y a ça, hein. Parce
qu'il y a des floraisons qui sont plus dominantes que d'autres. Hein. Des floraisons qui les attirent plus. Il y a des cerisiers, les voisins ont des cerisiers, il y a plein de cerisiers, des arbres fruitiers, pommiers et tout, mais il n'y a pas un insecte dessus. Les pommiers, pareil, il n'y a pas une pomme dans le Ouais, c'est général, c'est déjà constaté, ça se trouve, si c'est vrai, il n'y a pas un insecte, il y a des floraisons majestueuses comme vous, mais par contre, il n'y a pas un insecte. La conscience du danger commence à atteindre nos campagnes. On aimerait que cette alarme soit entendue des pouvoirs publics et que l'on cesse d'éradiquer les plantes. Parce que des fois, les abeilles, moi je regardais, c'est quand c'est les jours derniers, je regardais, et ben, je me suis aperçu qu'en plein après-midi, il n'y avait pas une abeille sur le cerisier. Mais par contre, le matin de bonne heure, elles étaient dessus. Voilà. Elles viennent chercher le nectar beaucoup. Voilà. Oui, elles viennent chercher le nectar, mais si en milieu de journée, si jamais c'est trop sec, il n'y a pas de nectar. Voilà. Et ça, on rencontre ça aussi quand on est en montagne. L'après-midi, vous pouvez y aller, hein, elle ne travaille pas, hein, pour la sieste. Donc de bonne heure le matin et tard le soir. Et vous y allez jusqu'à la nuit, quand on est en montagne, elle bosse jusqu'à la nuit. Hein. Elle ne rentre pas que les forts, mais quand même. Voilà. Encore des questions? Les butineurs sont l'espèce de taureau qui, en s'éteignant, peuvent sonner le glas de l'humanité. Madame, La dernière. une cliente, La dernière. cliente fidèle, hein, depuis des années. Voilà. Et la sagesse va lui leur porter secours. Donc on va libérer la salle. Je vous remercie de votre... Merci beaucoup.